there is no problem speaking English, or should I speak in French? Hey, Mohammed, we're gonna start with Mr. Dali. In English, we should moderate in English or in French? Okay, for all speakers. Okay, Mr. Said, in English or in French? Or maybe we're gonna ping pong between both, because there are some presentations that they're gonna be done in English, and little ones that they gonna be done in French. So because the first presentation is gonna be done in French, I'm gonna present it in French, and after that, if there is any presentation in English, I'm gonna present it in English. Okay? So pour la première présentation, normalement, je vous dirais premièrement bienvenue. So welcome all, and it's my pleasure to be here to moderate this session of this international symposium. This session is principally on medical sciences and biology and chemistry. We're gonna go straight to the point normally, and the first presentation is gonna be done by Mr. Khalil El-Khattabi du laboratoire de chimie moléculaire et de substances naturelles de la faculté des sciences de l'université Moulay Ismail de Meknès. Donc, Monsieur Khalil Khattabi va nous présenter ses travaux de recherche relatifs à l'étude intégrée 3D QSR, docking moléculaire et de simulation de la dynamique moléculaire sur des dérivés à base de 1,2,3-triazole pour la conception de nouveaux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase pour la maladie d'Alzheimer. Donc, Monsieur Al-Khattabi, je vous donne la parole. You have the mic and you can go for about 10 minutes. Donc, vous avez 10 minutes de présentation et on donnera 5 minutes aux participants pour qu'ils puissent interagir avec votre présentation. Donc, vous avez au total 15 minutes pour que nous puissions passer à la présentation suivante. Monsieur Khattabi, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur, je suis là, je suis prêt. Ok, je vous remercie. Vous avez une très bonne qualité sonore, donc vous avez un très bon micro et vous avez la parole. Ok, merci. Mesdames et messieurs, le comité d'organisation, professeurs, collègues, bonjour. Je suis Khalil Khattabi, doctorant à la faculté des sciences de Meknès. J'ai le plaisir de participer à cette manifestation intitulée International Eye Contact Symposium 3. Innovative Surveys in Positive Science. Avant de commencer, je vais dans un premier temps vous présenter le titre ainsi que les différentes parties et sous-parties que nous allons voir dans la phase de la présentation. Alors, comme vous voyez, je l'ai titré « Études intégrées 3D QSR, docking et la simulation dynamique ». Pardonnez-moi, je vais… Donc, je l'ai titré « Études intégrées 3D QSR, docking et la simulation dynamique moléculaire sur des dérivés à base de 1,2,3-triazole pour la conception de nouveaux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase pour la maladie d'Alzheimer ». Ce travail a été encadré par monsieur le professeur Mohamed Aziz Ajana et monsieur le professeur Mohamed Bouachrin et dernièrement monsieur le professeur Tahal Khalifi et présenté par moi-même. Donc, j'ai choisi de travailler sur ce thème-là car c'est un sujet très important dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine médical. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser. Pour faire ça, on va suivre un plan. On va commencer par une introduction, matériel et méthode. On va discuter les résultats, conclusions et perspectives. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie multifactorielle et polygénique. C'est la raison la plus répandue de démence dans la population vieillissante. Cette maladie entraîne généralement une détérioration complète des capacités de mémoire et des activités mentales, conduisant à la forme la plus répandue de démence sénile et affectant de nombreuses personnes atteintes de démence dans le monde avec une tendance croissante. De nombreux mécanismes éthiopathogènes, y compris les facteurs métaboliques, génétiques, environnementaux et le mode de vie, sont des caractéristiques pathologiques clés de l'apparence et la progression de cette maladie. Pour les causes, on trouve l'accumulation du dépôt bêta-amyloïde, les protéines amyloïdes endommagées atteignent des niveaux toxiques
causant des dommages aux appels et la mort. Formation d'enchevêtrement neurofibrillaire, une synthèse réduite de l'acétylcholine, la destruction de ces neurones provoque des perturbations dans les réseaux neurones distants, perception, mémoire, jugement et ainsi de suite. Pour les symptômes, on trouve la perte de mémoire pour les événements récents, changement de personnalité, se perdre ou égarer ses effets personnels, une perte de mémoire encore plus grande, besoin d'une assistante quotidienne. Je vais vous donner quelques statistiques sur la maladie d'Alzheimer. Donc, dans le monde entier, l'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'en 2005, 0,3 des personnes dans le monde souffraient de démence et que la prévalence augmenterait à 0,5 en 2030. Pour notre continent, et en plus particulier l'Afrique subsaharienne, on estime que 2,13 millions de personnes vivaient avec la démence en Afrique subsaharienne en 2015, avec des chiffres qui devraient presque doubler toutes les 20 ans, presque passant à 3,48 millions d'ici 2030. En fait, il n'existe pas à l'heure actuelle d'agents anti-Alzheimer capables de traiter cette maladie de manière définitive. Il existe plusieurs cibles médicamenteuses qui seraient capables de contrôler la sévérité de la maladie d'Alzheimer, parmi lequel l'enzyme acétylcholinestérase est considéré comme une bonne cible médicamenteuse pour cette maladie. Par conséquent, la présente étude visait principalement à découvrir de nouveaux dérivés à base de 1,2,3-triazole comme inhibiteur potentiel de l'acétylcholinestérase par le biais de plusieurs approches computationnelles. La question qui se pose toujours, pourquoi utilise-t-on la chimie computationnelle? Et bien, la réponse est simple, c'est pour économiser les dépenses de laboratoire, réduire le nombre de tests biologiques, réduire le nombre de tests cliniques, économiser les dépenses des industries pharmaceutiques. Donc, pour les techniques computationnelles qu'on utilise généralement, il y en a beaucoup. Il y a le 3D Qsar, donc une moléculaire, la simulation dynamique moléculaire, le criblage virtuel, l'ADMET. Et même pour cette étude, on a utilisé trois techniques. 3D Qsar à partir de des méthodes COMFA et COMSIA, le docking moléculaire à partir de la méthode surflex docking et la simulation dynamique moléculaire à partir du logiciel GROMAC. Pour la première technique, c'est la 3D Qsar, qui estime à étudier la relation entre la structure et l'activité quantitativement. Pour le docking, c'est positionner un ligand en petites molécules dans le site de liaison d'un récepteur de façon à optimiser les interactions avec un récepteur. Pour chaque simulation, on cherche deux choses. Obtenir un score, c'est une énergie d'enthalpie libre en valeur absolue, et estimer la meilleure interaction ligand-récepteur, ce qu'on appelle en anglais the binding. Pour la simulation dynamique moléculaire, cette technique consiste à simuler le mouvement d'un ensemble de quelques dizaines à milliers de particules et étudier leur stabilité au cours du temps. Pour la base de données qu'on a travaillé là-dessus, comme vous voyez dans ce slide, la structure chimique de 1, 2, 3 triazole. Donc, on a travaillé sur 26 molécules dérivées de triazole. On a effectué le 3D docking sur ces dérivés-là. Ces molécules sont déjà synthétisées et évaluées pour une activité inhibitrice de l'acétylcholinestérase. Donc, comme j'ai déjà dit, on a effectué le 3D Qsar sur ces molécules-là. On a eu comme résultat des bons résultats statistiques et des cartes de contours, comme vous voyez dans ces slides. On a le champ stérique et le champ électrostatique. Pour le COMSIA, on a champ accepteur de liaison hydrogène, champ donneur de liaison hydrogène, champ hydrophobique. Donc, d'après ces cartes de contour, on peut additionner, éliminer et changer les substitutions pour une seule raison, c'est proposer de nouvelles molécules avec des activités plus grandes ou plus élevées. Voilà un résumé de ces cartes de contour. Selon l'étude quantitative tridimensionnelle de la relation structure-activité, nous avons conçu ou proposé 6 nouveaux dérivés de triazole en modifiant la structure chimique de la molécule 2 qui a été utilisée comme molécule modèle. Voilà un tableau résumant les activités inhibitrices acétylcholinestérase des nouvelles molécules conçues. Donc, les valeurs d'activité prédites ont montré une inhibition efficace de la maladie d'Alzheimer pour les modèles COMFA et COMSIA. Et toutes les molécules conçues ont montré des meilleures activités que le composé le plus actif d'eux.
Pour les résultats du docking, la molécule proposée, c'est A1. Donc, cette molécule a pu être dockée profondément dans le site de liaison de l'acétylcholinéstérase, montrant comme résultat des interactions de liaison favorables ainsi qu'une meilleure énergie de docking par rapport à la molécule la plus active. Comme vous voyez dans ce graphe-là, la molécule proposée A1 a plusieurs interactions favorables que la molécule la plus active. Pour les résultats de la simulation dynamique moléculaire, on révélait que le complexe pouvait rester stable tout au long de la simulation et bien interagir avec l'acétylcholinéstérase. Voilà, on peut résumer ce travail à travers ce schéma. Donc, on a travaillé sur 26 dérivés de 1, 2, 3 triazole. On a effectué les analyses 3D QSAR pour trouver la relation entre la structure et l'activité quantitativement en révélant les principaux facteurs structurels des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. Et comme résultat, on a pu proposer ou désigner 6 molécules ayant une activité très élevée par rapport aux molécules sur lesquelles on a travaillé. L'une de ces molécules proposées a été choisie pour d'autres études et comparée avec la molécule active de la database. Le docking et la simulation dynamique moléculaire ont été explorés pour révéler le mode de liaison entre ces molécules sélectionnées et le récepteur qui était l'acétylcholinéstérase. La comparaison a montré que les molécules proposées étaient plus stables que la molécule la plus active. Donc, dans l'ensemble, ces travaux pourraient fournir des informations précieuses qui pourraient être appliquées à la conception de nouveaux inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase pour de nouvelles recherches sur la découverte de médicaments. Les molécules proposées, en particulier la molécule A1 ayant l'activité inhibitrice et le total score plus élevé, ont montré des résultats plus prometteurs en tant qu'inhibiteurs potentiels capables de stopper cette maladie qui est la maladie d'Alzheimer. Donc, la chimie computationnelle est un champ de recherche très important et c'est une phase innovante qui peut guider la synthèse des médicaments. Merci pour votre attention. OK, donc je vous remercie infiniment, Monsieur El-Khattabi. Normalement, vous avez fait exactement 9 minutes et quelques secondes, donc ça fait 10 minutes à peu près. Et on va normalement enchaîner avec les questions. Donc, pour les 18 participants que nous avons normalement dans notre hall, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais le dire en anglais également. Please, for all participants, do you have any question about this presentation? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une question à Monsieur El-Khattabi? Please, is there any question to Mr. El-Khattabi? Bonjour. Oui. J'ai une question au Monsieur El-Khattabi concernant l'étude 3D QSAR docking et moléculaire dynamique sur une série qui présente une activité inhibitrice contre la maladie d'Alzheimer. Monsieur, est-ce que vous avez essayer de tester le paramètre BBB ou bien Blood-Brain Barrier? Parce que si on parle de la prédiction des molécules qui sont efficaces pour traiter la maladie d'Alzheimer, donc le premier paramètre à vérifier, c'est est-ce que les molécules atteignent le cible ou non. Après, on va voir les études comme dynamique et docking. Oui, merci pour votre question. Donc, on n'a pas testé la toxicité ou les autres paramètres quand vous avez des barrières. Donc, on n'a pas testé ces paramètres-là. Qu'en perspective, on va le faire. Mais on peut faire des études in silico autres que l'ADMET pour vérifier et valider ces résultats-là de ces nouvelles molécules.
Ah, merci, Monsieur Khattabi. Mais si on travaille sur les maladies neurodégénératives, donc c'est le premier paramètre à vérifier, c'est est-ce que la molécule atteint le cible ou non. Donc, le paramètre BBP vérifie ses propriétés. Donc, notre objectif d'abord, c'est de proposer de nouvelles molécules, c'est pas de tester ces paramètres-là. Donc, tout d'abord, il faut proposer, dessiner ces molécules-là, et après, on va tester ces paramètres. On fait tout ça en silicon, on ne fait pas de labo, donc on fait tout ça c'est de la chimie computationnelle, donc on ne fait pas de labo. Mais on peut faire de l'admet in silico. Oui, oui, Mais comme perspective, on va le faire. On va le faire. merci, Monsieur Khattabi. On vous remercie, Monsieur Aïssouk Abdallah. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, si on n'a pas, je vais essayer de poser ma propre question. Bon, Monsieur El Khattabi, normalement, ce que j'ai vu dans votre présentation, c'est un très bon travail. Et la question qui m'est venue à la tête, c'est que est-ce que vous avez une idée sur en fait l'acétylcholinesterase que vous avez utilisé comme modèle au niveau de votre travail computationnel? Lorsque vous avez téléchargé des données relatives à cette protéine-là, est-ce que vous avez une idée sur l'origine de cette protéine? Est-ce que c'est une protéine qui se trouve au niveau périphérique, essentiellement au niveau des neurones sensoriels ou des motoneurones, ou bien c'est au niveau central, au niveau du système nerveux central? Je voudrais bien savoir, est-ce que vous avez une idée sur l'origine de votre molécule? Oui, merci pour votre question. Donc, cet enzyme-là est placé dans le système nerveux central. Ok. Donc, c'est lui qui est responsable de cette maladie-là. Il y en a d'autres enzymes qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer, mais c'est pour celui-là, c'est celui qui est le plus responsable de cette maladie-là. Il est centré dans le… Oui. Oui, en fait, c'est ça. Mais je voulais juste savoir, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez vérifié que la protéine que vous l'avez téléchargée depuis quelle base de données normalement? La PDP, la Protein Database. Oui, Yeah, c'est oui, ça. oui, oui. Est-ce que vous avez vérifié que c'est vraiment la cholinesterase centrale, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central? Oui, oui. Ok, c'est bon. Donc, comme ça, je vais rejoindre en fait l'observation de Monsieur Aïssouk, parce que normalement, lorsqu'on fait de la pharmacologie computationnelle également, donc lorsqu'on fait ce type de calcul, je dirais in silico, ça touche également la pharmacologie. Ce n'est pas uniquement au niveau de la chimie. Et je Oui. pense qu'il faudra vraiment que vous fassiez ces tests prédictionnels de prédiction. Est-ce que votre molécule que vous êtes en train de tester pour l'activité anticholinestérase, est-ce qu'elle passe vraiment la barrière hémato-encéphalique? Parce que sinon, ça sera une molécule sans effet. Même si elle a un effet in silico, ça ne pourra jamais avoir d'effet in vivo ou même Vitro. in situ ou post. Vitro. Non, in situ normalement, parce que si on parle d'in vitro, c'est un autre montage. Il faudra faire un montage des chambres de perméation qui contiennent une membrane qui va refléter les propriétés physico-chimiques de la barrière hémato-encéphalique pour que nous puissions prédire ça. Mais en général, c'est in vivo que nous devrions voir l'effet. Bon, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur El Khattabi. Je remercie également les différents intervenants et essentiellement Monsieur Aïssouk pour sa question et pour l'intérêt qu'il a donné à cette présentation-là. Si El Khattabi, je vous remercie infiniment. Vous êtes toujours avec nous. Donc, Merci, je vous au cas remercie où aussi. vous vous intéressez à l'une des présentations qui vont suivre, donc n'hésitez pas à poser des questions. Merci, On compte monsieur. sur vous, bien évidemment. Ok, donc
chers participants, on va enchaîner avec la présentation suivante, la deuxième présentation, qui sera donnée par Monsieur Idriss Idrissi du laboratoire de recherche MATSI de l'École supérieure de technologie d'Oujda, de l'Université Mohamed Ier. Donc, Monsieur El Idrissi va nous présenter ses travaux qui traitent la mise à jour des systèmes de détection d'intrusion pour le Internet of Things, I think, par apprentissage en profondeur. C'est ça. Donc, Monsieur Idrissi, est-ce que vous êtes là? Monsieur Idrissi. Monsieur Vous m'entendez, Monsieur Ali Brahoua? Oui. Monsieur Idrissi, je pense qu'il est déjà présenté hier. Ah, ok. Ok. Parce que je l'ai ici. Parce qu'on a déjà le même titre de. Ok, donc là, c'est déjà fait. Okay. C'est OK. So actually, we're going to go to the next presentation. It's going to be Mr. Dali Mohammed. He's from, normally he's from Laboratory of Bioresources, Biotechnology, Ethnopharmacology and Health in the Faculty of Sciences of Oujda. Mr. Dali Mohammed is actually working on some extract of Nigella sativa, and he's gonna present to us the in vitro and in vivo inhibitory activity of Moroccan Nigella sativa extract on pancreatic alpha amylase. So, Mr. Mohammed Dali, you have the mic. You have also 10 minutes to give us your presentation, and we're gonna have 5 minutes to discuss it. Thank you. Thank you so much, dear professor. First of all, I would like to thank you for having me on the International Eye Contact Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences. My presentation today is entitled The In Vitro and In Vivo Inhibitory Activity of Moroccan Nigella sativa Extract on Pancreatic Alpha Amylase. This work is under the supervision of our dear Professor Gsira Miguel. First, I'm going to start with a quick introduction of the plant and a quick definition of diabetes mellitus, followed by objectives, material and methods, results, and I'm going to sum up with a quick conclusion. Nigella sativa, or black cumin, is a plant belonging to the Ranunculaceae family and widely distributed in the Middle East, North Africa, and India. This plant is widely used in traditional medicine for its various benefits, such as diuretic, anti-inflammatory, immunomodulatory, and analgesic effect. So diabetes mellitus is a well-known disease that is considered as a metabolic disorder characterized by a high increase in blood glucose for a long period. This syndrome results mainly from a deficiency in insulin secretion or its action. Among the symptoms of diabetes, they are frequent, such as the frequent urination, abundant thirst, and loss of weight, plus other symptoms. But if diabetes is left untreated, it can lead to severe long-term complications like cardiovascular diseases, strokes, chronic kidney disease, foot ulcers, damage to the nerves, and damage to the eyes. We have two main objectives in this study. The first one is the in vitro evaluation of the inhibition capacity on the alpha amylase, and the second one is the in vivo evaluation of the inhibition capacity on both diabetic and normal rat. Now we move to material and methods. So black cumin seeds were purchased from local market. The botanical identification was assessed by a group of professional botanists. After that, 100 grams of black cumin seeds were turned into fine powder and extracted with solvents of different polarities using Soxhlet apparatus. The yields obtained were ranging from 2.53 to 21.51 weight per weight. So we have, as I mentioned before, that we have two objectives. For the in vitro study, the inhibition capacity was performed according to the method described here. The absorbance was measured at 540 nanometer. For the in vivo study, it was assessed using Western rats on diabetic rats and normal rats.
And after 30 minutes of solution administration, the animals were loaded orally with Stretch with a dose of 2 grams per kilogram. Then the blood glucose was estimated at different times, 0, 30, 60, and 120 minutes. For the in vivo inhibition capacity of the Nigella sativa, the results obtained are represented at the same time in the table and the graph of the different EC50 values obtained. And we observed that among the best results, that the aqueous extract, methanolic extract, and ethanolic extract have an EC50 that was lower than that obtained by the acarbose used here as the positive control, while the dichlorometanic, hexanic, and essential oils gave an EC50 that was higher than that obtained by the acarbose. As you see here on the table, that the extracts are highlighted in red, the EC50 is highlighted in red, are used in the in vivo activities. For the in vivo inhibition capacity of Nigella sativa, the results obtained for the normal rats, that the glycemia in the group control increases from 0.83 after oral administration of Stretch to 1.32, while in the groups treated with a different extract, we observe a slight increase in blood glucose from blood glucose in all extract tested at 30 minutes, while a significant decrease was observed compared to the control after the oral administration of different fractions at a dose of 250 milligrams per kilogram at 60 minutes. But we observe at 120 minutes that there is no significant difference in the blood sugar level of the control group and the other groups. While in the diabetic rats, we observe that in control group, the glycemia increases from 3.16 to 4.35 in alloxan diabetic rats after an oral administration of Stretch, but blood glucose decreases significantly in all fractions treated with the same dose after 30 minutes of administration. For example, here the methanolic extract, in the methanolic extract, we observe a slight increase to the level of glycemia from 3.16 to 3.4, while in the ethanolic extract, the blood glucose decreases from 2.57 to 2.35, while a significant decrease was observed in the glycemia of the hexane extract. All these results, whether in diabetic or normal rats, confirms that the extract tested or fractions tested have an inhibitory action on the pancreatic alpha amylase. To sum up my presentation, the finding of the present study confirms the inhibition capacity of the Nigella sativa seeds on pancreatic alpha amylase. These results indicate that the use of this plant in the treatment of and the prevention from diabetes seems to be quite reasonable. And thanks for your attention. Okay, well, thanks, Mr. Mohammed. It was a pleasure to hear you in your presentation. Thank you for your concise description of your lab work. So please, is there anyone that has a question or questions to Mr. Mohammed? Please. I'm asking the 17 remaining participants to give some questions to Mr. Mohammed. Okay, Mr. Mohammed. So maybe I have one question. So when you used the alloxan to induce diabetes in rats, how much was the dose normally injected to the animals?
Actually, I don't remember exactly the dose, but let me check first. I didn't get it in your presentation. That's why I'm asking. I don't remember exactly the dose, but let me check now. Okay. Okay. Take your time. I really don't find it here, so I don't Okay. remember. A second question about this alloxan. I know that alloxan is normally very toxic, and it could induce, after the first injection, an insulinic rush, and it could lead to the death of animals. When you injected alloxan, your animals, did they have any problem after 48 hours normally post-injection? After 48 hours of injection, we did observe that some of rats has developed an abdominal infection. Yeah. We think that maybe it's not directly related to alloxan, but also it can be related to feeding, to food. Food plays a crucial role in the development of infection in animals. But about mortality, it was any deaths in your animal groups? Actually, there was no mortality registration in all groups tested, so I think we did a good job. Okay, that's great, because normally, yes, there is a lot of deaths in the alloxan injected groups. After that, I just want to remind you that when you talk about anti-alpha amylase activity, and when you have some anti-diabetic effect, you could say that the extract or your extracts have anti-diabetic effect, but it's really far to say that it could have a preventive effect against diabetes, because you should develop another model. So the results could say if it's right or not, so to say that your extracts have a preventive effect against diabetes. So working on alloxan, you can develop a model that we have in our laboratory, and you can say if your extracts are really preventive against diabetes or not. Okay? I think it's already proven in the literature. Okay. Yes, they talked about the prevention and also the regeneration of beta cells in Langerhans. Okay, that's great. That's great. Okay, that's great. Okay, you are well documented. I'm not. I'm sorry. Okay, that's great. Please, thank you, Mr. Dali, for answering my questions. Please, is there any question to Mr. Dali? Last reminder, is there any question to Mr. Dali? Okay, so no one wants to ask you about your work. So, Mr. Muhammad Ali, thank you for your presentation. Thank you for your kindness in answering my questions. And we're gonna go to the next presentation that's gonna be done by Mr. Kansi Fed. Monsieur Fed, qui est également affilié au même laboratoire de Monsieur Dali Mohamed, va nous présenter l'essentiel de ses travaux relatifs à la composition phytochimique, toxicité aiguë et effets antioxydants des différents extraits de Dysphania ambrozoides. Monsieur Fed, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, Monsieur Fed, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes pour présenter votre travail et on va enchaîner par la session des questions et réponses. Oui. À vous la parole, Monsieur Fed.
Merci. Bonjour à tous. Je viens à remercier M. Ali de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos études qui sont intitulées sur les compositions phytochimiques, toxicité aiguë et l'effet antioxydant de différents extraits de Dysphagia ambozoides. Ces études est réalisée par moi, Khan Sefad, sous la direction de Madame Nadia Husseira. Pour présenter ce travail, je vais me baser sur le plan suivant. Une introduction, objectif, matériel et méthode, résultats, et je finis ma présentation par une petite conclusion. Comme nous savons tous, la médecine traditionnelle est l'ensemble des pratiques, méthodes, savoirs et croyances utiliser des ressources naturelles en matière de santé de la population humaine. Le Maroc a une longue tradition médicale et l'apprentissage traditionnel des plantes médicinales s'est maintenu jusqu'à présent. Parmi ces plantes, on trouve la Dysphagia ambozoides ou thé mexicain. C'est une plante appartenant à la famille des Conopodiaceae, originaire d'Amérique centrale et du Sud, est largement utilisée comme plante médicinale dans les régions tropicales et subtropicales pour ses divers bénéfices tels qu'antispasmodiques, antidiabétiques, anticancérogènes. Dans ce contexte, on donne une définition de stress oxydant qui est un déséquilibre entre le système antioxydant et les radicaux libres. Un état de stress oxydant existe lorsqu'au moins une des trois conditions suivantes sont présentes. Si la défense insuffisante, soit endogène, soit exogène, si l'excès des espèces réactives de l'oxygène, si le mécanisme insuffisant de réparation. Dans cette présentation, je vais traiter ces trois objectifs. Premièrement, détermination qualitative des métabolites secondaires. Deuxièmement, détermination de la dose létale de l'extrait hydroéthanolique chez les souris. Et dernièrement, l'évaluation de l'activité antioxydante. On passe d'abord aux matériels et méthodes qui ont été utilisés pour réaliser nos études. Concernant la méthodologie de l'extraction, on a ajouté l'éthanol 70% sur 250 g de matériel végétal en poudre. Puis, ce mélange a été soumis à une macération pendant 48 heures, suivi par une évaporation et un séchage, afin d'obtenir un extrait hydroéthanolique brut avec un rendement 47%. Par la suite, une partie de cet extrait a été fractionnée avec des solvants à polarité croissante pour obtenir une fraction chloroformique avec un rendement 18% et une fraction acétaldécyle avec un rendement 20%. Après la préparation des extraits, nous avons passé pour évaluer l'étude de la phytochimique et quelques activités biologiques. Pour réaliser l'étude de la phytochimique qualitative, on a utilisé plusieurs réactifs. Par exemple, pour la détermination des alcaloïdes, on a utilisé le réactif de Dragendorf. Et pour la détermination des flavonoïdes, on a utilisé la solution de NaOH 5%. Passe à l'évaluation de la toxicité aiguë de l'extrait hydroéthanolique de Dysphagia ambozoides et réalisée sur des souris albino. Les souris ont été réparties en 7 lots et chaque lot contient 6 souris, puis on reçut une dose unique de cet extrait, tandis que le groupe témoin a été traité avec l'eau distillée. Par la suite, les souris ont été suivies pendant 15 jours. Après cette période d'observation, les souris ont été anesthésiées et disséquées pour voir l'aspect général des organes ainsi de noter de leur poids. En ce qui concerne le procédé expérimental de test de type PPH, on a préparé la solution mère de type PPH et la solution mère des extraits attestés. Puis à partir de la solution mère, on a préparé différentes concentrations. Par la suite, on a fait une incubation pendant 30 minutes à l'obscurité et enfin la lecture des résultats a été faite par mesure de l'absorbance à 517 nanomètres. Les résultats de présent travail montrent que l'analyse phytochimique qualitative de l'extrait hydroéthanolique a révélé la présence des métabolites secondaires importants tels que le coumarin, l'éthana, les anthocyanines, les alcaloïdes, les flavonoïdes, les glycosides cardiaques. Par contre, les deux fractions, on a remarqué l'absence de quelques métabolites secondaires, d'une part l'absence
de flavonoïdes et glycosides cardiaques au niveau de fraction chloroformique et d'autre part l'absence au niveau de l'acétate d'éthyle, les alcaloïdes. Passons à la résultat de l'évaluation de la toxicité aiguë après une administration d'une dose unique de l'extrait hydroéthanolique. Cet extrait provoque un signe de toxicité et de mortalité avec une LDC compte 5 grammes par kilogramme. Ainsi, l'analyse statistique a montré qu'il n'y a pas une différence significative entre le poids relatif des organes des souris traités par notre extrait et le poids relatif des organes des souris témoins. L'activité antioxydant a été déterminée par la méthode de TPPH, donnant les résultats suivants. On remarque que tous les extraits ayant une nécessité compte significative par rapport à l'acide ascorbique. On conclut que l'extrait hydroéthanolique de Dysphagia ambozoïdis est légèrement toxique et que les fractions de cet extrait riche en métabolites secondaires possèdent un fort effet piégeur des radicaux libres, ce qui lui conférait une très large utilisation dans le traitement de diverses maladies. Et merci pour votre attention. Ok. Merci infiniment, Monsieur Rancy, pour votre présentation. Je vais, comme accoutumé actuellement, demander aux différents participants à notre hall de poser 6 ans des questions à Monsieur Fahd Rancy. Donc, je vous rappelle que M. Farkansi nous a présenté l'essentiel de ses travaux relatifs à la composition, je vais ajouter, analysée qualitativement, et l'étude de la toxicité aiguë et effets antioxydants des différents extraits de Dysphagia ambozoïdes. Est-ce qu'il y a des questions à M. Kansi? Is there any question to Mr. Kansi? Non, pas de questions. Monsieur Kansi, je vais essayer de vous poser ma propre question. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous envisagez dans le futur de faire une analyse quantitative et plus précisément, je dirais, un établissement, je dirais, du profil phytochimique des différents extraits que vous avez traités au niveau de ce travail-là? C'est la perspective. Oui, en perspective, c'est ça. Oui. On commence d'abord par une l'analyse statistique qualitative, puis par quantitative. Oui, je vous conseillerais de faire essentiellement une HPLC préparative, comme ça vous allez préparer différentes fractions et comme ça vous allez pouvoir les tester de manière indépendante pour voir quelles sont vraiment les sous-fractions qui sont très actives et qui contiennent les molécules les plus actives dans les extraits que vous avez traités. Et puis, dans le futur, est-ce que vous n'envisagez pas de, je dirais, mettre au point des modèles d'activité antioxydante in vivo, cette fois-ci, sur les souris, même sur les souris? Oui. Ah oui, je vous encourage à le faire parce que c'est très intéressant, ça va ouvrir des perspectives sur différents domaines de recherche, surtout appliqués. Encore plus, je ne sais pas, relativement à l'étude de toxicité, est-ce que vous avez noté le ratio mâle-femelle que vous avez utilisé dans chacun des groupes de souris que vous avez traités en vue d'évaluer le test de toxicité? Chaque groupe contient 6 souris, 3 mâles et 3 femelles. Ok, c'est bon. Comme ça, vous aurez une idée sur la réponse de, je dirais, de chaque genre animal
à la toxicité, parce que des fois, et vu les différences métaboliques entre les mâles et les femelles, donc on peut avoir des réponses qui sont relativement contradictoires, mais c'est explicable lorsqu'on prend en considération essentiellement le ratio mâle-femelle dans chacun des groupes. Bon, Monsieur Kansi, je vous remercie de votre présentation. Encore une fois, j'aimerais bien demander aux participants. Actuellement, on a uniquement 14 participants. On était 18 au début, maintenant on est à 14. Est-ce que vous avez une question à Monsieur Kansi? Monsieur Deli, est-ce que vous avez une question à votre coéquipier? Normalement, non. Ah, ok. Parce qu'on travaille dans le même laboratoire. Donc, s'il y a une question, je peux vous répondre. Donc, Ok, merci. Merci, l'équipe. merci. Alors, c'est très bien que vous travaillez ensemble. Donc, normalement, toute question posable, si je me permets de le dire, vous aurez dû la poser lorsque vous travaillez au laboratoire. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Donc, no one wants to ask you, Mr. Fancy. Donc, we're gonna go to the next presentation. We're gonna have Mr. Meraji. Monsieur Meraji. Mr. Meraji from Ain Tmouchent, Algeria. Bonjour, Monsieur Ali Brahman. Monsieur Maradi, il est déjà occupé parce qu'il est modérateur dans le rôle 1. Donc, Ah, dans l'attente, dans les prochains temps, Madame ok, voilà, Taïmoun donc, Ouguerinik de présenter. Donc, voilà. on passe directement à l'autre présentation. Ok. Donc, s'il te plaît, mon co-host, lorsque Monsieur Meradi va finir sa modération, ben, vous devriez l'envoyer à cette session-là, en fait, à ce hall. OK? Comme ça, il va présenter son travail. Okay, actually, we're gonna have Mr. Mohidin Mumni. Mr. Mumni, are you here? Oh, it's actually me who is going to present. It's my professor. Okay. Miss Felosi, yes. Yes. Yes, okay. So we're gonna have actually Mrs. Sabil Felosi. She's from University Moulay Ismail Faculty of Sciences. So she's from the Bioinformatics Laboratory, and she's gonna present to us a comparative genomics and HIV origins. Mrs. Velosi, you have the mic. You can start your presentation, and I remind you that you have about 10 minutes to give us your keynote, and it's going to be followed by 5 minutes of discussion. Okay, thank you. First of all, it's such a pleasure to be here with you all. It's actually my first time participating in such conference, so it's a huge pleasure to me to be part of this conference. I'm actually I recently got my master's degree from Moulay Ismail University, and what I am going to present today is my graduating project directed by Mr. Mohidin Mumni, and it's about comparative genomics and HIV origins. I will talk first about HIV in general, and then I will talk a little more about its origins. Then I will move to material and methods that I've used for my study. I will then discuss a little bit about the results I obtained, and then I will move directly to the conclusion and perspectives. So first of all, it's well known that HIV is a lentivirus belonging to the retrovirus family. It was first isolated in 1983 in Paris at Institut Pasteur by a scientist called Luc Montagny and his team from a pre-AIDS patient. And what I mean by pre-AIDS patient is a patient that shows symptoms that precede AIDS. So they've concluded that HIV is actually the cause of AIDS.
And what is AIDS? It is actually the acquired immunodeficiency syndrome, and it is also known to be the last stage of HIV infection, which was discovered in the USA in 1981. And according to the latest statistics done in 2019, we are counting 38 million cases of AIDS in the world by 2019. Now, to speak a little bit about its origins, it was assumed that HIV is a result of multiple zoonotic transmissions. For HIV-1 group M, it was assumed that it was transmitted from chimpanzees, from another virus, is IV virus, which is simian immunodeficiency virus, like the same virus but in monkeys, around 1920. The same goes for HIV-1 group O, but this one was actually assumed to be transmitted from SIV of gorillas. And for HIV-1 group P, it was also transmitted from SIV of gorillas around the same time. But for HIV-1 group N, we don't actually have a date of its transmission, but it is known that it was transmitted from SIV of chimpanzees. And for HIV-2, it was transmitted from SIV of sooty mongoose around 1950s. Now, what I've done in my study is that I've retrieved 80 whole genome sequences from NCBI belonging to 3 different lentiviruses or lentivirus species in FASTA format. 38 correspond to HIV-1, 20 to HIV-2, and 22 to SIV. And what I've done is that I've used this tool called DrawArray, which calculate core genes or core genomes. What I mean by core genomes is actually the genes that are like all the genes that are in common between these species that are studied. So to use it, we need files that have this extension GFF3, and based on these core genomes, an alignment is constructed to finally construct a phylogenetic tree. Next, I've done an SNP-based comparison. I've used SNP sites for this purpose, and this one actually needs a multi-FASTA alignment file that was generated using MAFT tool. Now, this tool, SNP sites, what it does is it extracts SNP sites in a form of an alignment file that allows to construct a phylogenetic tree using another tool, IQ-Tree in my case. And to visualize this tree, I've used the tool FigTree. Now let's move to the results. For the first approach, I've got a little shocking results because I found no common genes between the 3 species. No core genes, like 0 core genes. And why it is weird is because actually the 3 species of lentiviruses that I studied, HIV-1, HIV-2, and SIV, are known to have most of their genes in common, especially the structural genes such GAG, POL, or VIF. So I was expecting at least like 3, 4, or 5 genes in common, which didn't happen. So next, for the result I've got, like for the tree generated from SNPs, which is this one.
sorry about that. Okay, here is it. So it shows clearly 3 clusters. The first one belonging to SIV or some SIV strains comprising the reference strain. The second one is or gathers HIV2 strains with SIV of Sutivangabis. And the third cluster comprises HIV. Mrs. Felusi, I'm sorry. Okay. Interrupting you, but no, we don't see what you are describing on our screens. Oh, okay, sorry. There must be some issue with. Ms. Felusi, for your PDF file, could you put it in full screen mode? Maybe we gonna solve the problem. Maybe your problem is coming from the PowerPoint presentation because you are putting your window in full screen mode. And we don't hear you, Mrs. Felusi, because you are muted. Can you hear me now? Okay, yes. Okay, sorry about that. I guess I will just try to summarize the phylogenetic tree because we don't have that much time, and maybe, well, what I've got is some sort of 3 clusters, one of just SIV strains and one actually gathering HIV2 strains with their so-called original viruses like SIV of Sutivangabis. And for the third cluster, I've got HIV1 grouped with SIV of chimpanzees and SIV of gorillas, which actually confirm what other studies have showed before. But the problem is that these results were supposed to be the first approach results because when comparing similar or genes in common, we are expecting to establish some sort of links between these viruses, which is not the case here. So to move to the conclusion, what we can deduce from this is that even though HIV1, HIV2, and SIV genomic sequences are
even though these three species are from the same genus, they are of great divergence. And SNP-based phylogeny has actually allowed to retrace HIV evolution history, but it was not supposed to be its results, as I told before. It was supposed to be the first approach results. So since these viruses are that different, even though my results are modest and so is my study, but what if HIV viruses are actually just a bunch of different viruses that are not related, just like random viruses? Then maybe we must start to think about some other cause for AIDS, because it's been already 40 years since its discovery, but no vaccine, and the exact mechanism of its action on immunity cells is actually not well known to date. So that's all for my presentation. Thank you for your attention. Okay, thank you, Mrs. Falouzi, for your great presentation. It was great because it's only your master's project, and you have done a great work, I think. So just to talk about your presentation, I should give the mic to any one of the 11 participants that could ask you some questions about your work. Sure. Please, is there any question to Ms. Falouzi? Just to remind you, Mrs. Falouzi worked on a comparative study of genomics and HIV origins. No question. Just like an observation for you, Mrs. Falouzi, you should not say that my work is modest, because even if you can ask a little bit or only a little part of a research question, your work is significant. So never underestimate your work, even if it's just taking a micropipette or taking your mouse for doing some computation, okay, on your computer. Secondly, you say that the HIV viruses that you worked on are really divergent in terms of genomics. Yes. But you say that they have the same origin, I think, phylogenetic origin. Okay. Yes. When you talked about the chimps HIV and the gorillas HIV, yes. When you have done your dendrogram, your phylogenetic work, yes. Okay, did you find that the two viruses are of the same origin? For the gorilla HIV and yes. No, not in my study. Okay. But what I found is that HIV-1 is like related to both SIV of chimpanzees and SIV of gorillas, and that's what was proven by other studies. Okay, that's great. And when you concluded your presentation, you say that there is maybe another, I think, origin of the AIDS illness. Yes. What do you think about that? Are you okay with your I don't know how to qualify it, but it's like a question, and it's also like it's such a big question, right? Normally it's question. It should be a question because it's like that we can answer to it by doing some research.
Yes. If you say that there is maybe another origin of the AIDS illness, Yes. Well, because they are supposed to be really tightly related viruses, like from the same genus. So how comes that they don't have even one gene in common? But in literature, they keep saying that they have at least the structure genes in common. My study shows that there's zero common genes between these three species. So it's a little controversial. I know, because behind the Yeah. scenes there are some stories about that. That's And true. you know that Mr. Montagnier is not working about the AIDS and the HIV. Actually, he switched to Okay. another research works about the water memory. So Okay. Nobel Prize in Physiology and Medicine because of he discovered the HIV virus. Mhm. He switched to another research work. Field. Yeah. Yeah, no. This puts some questions about the origin of the AIDS disease. That's true. That's true. So yes, there are some researchers that are talking about there is no evidence that HIV virus could be seen under Yes. the microscope. Yes, And that's true. yeah, I know that there is some stories about that. That's true. Normally, for you, normally as a researcher, you should answer those questions by doing some research. And even if you are in your master, I think that you did well your lab work. Thank you so much. I'm encouraging you to normally go ahead in your Thank you. research. I hope that you're gonna find a good laboratory to do your doctorate research. I've started it recently. Okay, so you are a PhD student actually. Yes, a first year PhD student. Thank you Good so luck much. in your research journey, and Thank you. thank you for your presentation. Thank Actually, you. I'm gonna go to the next presentation. It's gonna be done by Mr. Azrar Ali. Monsieur Azrar, c'est ça? Je l'ai bien prononcé, Huck. Oui, Azrar Ali. Ok. Monsieur Azrar Ali du laboratoire de microbiologie du centre hospitalier universitaire d'Oujda. Donc, bienvenue premièrement parmi nous. Et Monsieur Azrar va nous présenter ses travaux relatifs à l'étude de l'effet de l'Artemisia herba alba et de Thymus sp sur Pseudomonas aeruginosa, qui est normalement résistant à la ceftazidime. Et je l'ai bien prononcé également. C'est la première fois que je prononce ce terme-là, la ceftazidime. OK. Monsieur Azrar Ali, vous avez la parole. Vous pouvez commencer votre présentation. Vous avez 10 minutes pour terminer votre keynote et je vous remercie d'être là pour partager avec nous votre travail. Merci, salam alaikum. Merci pour d'avoir me présenté. Hello everyone, and thanks for accepting my participation in this symposium. My presentation today is about the effect of Artemisia herba alba and Thymus sp on Pseudomonas aeruginosa ceftazidime resistant, presented by Azrar Ali and under supervision of Merab Ali. The plan followed along this presentation: first, introduction, materials and method, after that results and conclusion. Antibiotic resistance is one of the most serious threats to humanity from excessive and uncontrolled use of antibiotics. The increase of this resistance requires the development of new therapeutic and preventive means. The World Health Organization has published a list of antibiotic resistance bacteria for which new antibiotics are urgently needed. This list is divided on three main priorities: critical,
high, and medium. Pseudomonas aeruginosa ceftazidime resistant used in this study is belonging to critical priority. Let's talk about Pseudomonas aeruginosa and its mechanisms of resistance. The Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative bacteria, aerobic, non-spore forming, that is capable of causing a variety of infection in both immunocompetent and immunocompromised hosts. Its predilection to cause infection among immunocompromised hosts, extreme versatility, antibiotic resistance, and a wide range of dynamic defenses makes it an extremely challenging organism to treat in modern-day medicine. Pseudomonas aeruginosa possesses many mechanisms for antibiotic resistance, such as intrinsic antibiotic resistance, efflux systems, antibiotic inactivating enzymes. The ability to form biofilm is also an important mechanism with which it can increase antibiotic resistance and resist to host defenses. This opportunistic pathogen may infect virtually any tissue, causing urinary tract infection, respiratory infection, nervous infection. This infection is facilitated by the presence of underlying disease or by breakdown in non-specific host defenses. Among the objectives of our study is to investigate the antibacterial potential of essential and commercial oils on ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from sick patients at the microbiology department of Mohammed VI University Hospital Oujda. Also, qualitative analysis of essential oils extracted from Artemisia erba alba and Thymus vulgaris. The extraction of essential oils was carried out by hydrodistillation using Clevenger apparatus. For the identification of chemical composition of essential oils of Artemisia erba alba and Thymus vulgaris was carried by gas chromatography mass spectrometry. For the evaluation of the antibacterial activity, the agar diffusion method was used as a preliminary test for the determination of the antibacterial activity in the presence of tested commercial and essential oils. For the microdilution technique was used for the determination of the minimum inhibitory concentration, MIC. For the determination of the minimum bactericidal concentration, 10 microliter was put in each well. All the tests were carried in triplicate. For the results, the chemical composition of Artemisia erba alba, GCMS, indicate the presence of thymol, carvacrol, and limonene, while the Thymus vulgaris, GCMS, showed alpha-pinene, beta-linalol, and camphene compounds. For the antibacterial activity, for the commercial oils, no inhibition diameter was observed, and this could be due to the non-diffusion of the oils throughout the disc. For the minimum, the MIC and the MBC are the order of 1600 microgram per milliliter for the commercial oils tested. For the essential oils extracted from Thymus vulgaris, it was shown a great ability to inhibit growth with a diameter of 17 millimeter, while the MIC and the MBC are the order of 200 microgram per milliliter for Thymus vulgaris and 400 microgram per milliliter for Artemisia erba alba. To conclude, GCMS analysis indicated the presence of different chemical compounds. Artemisia erba alba 10 compounds, Thymus vulgaris 28 compounds. The results of this study showed that the essential and commercial oils tested showed an interesting antibacterial activity
on ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa, which may be linked to the existence of carbapenem, limonene, alpha-pinene, and thymol. Indeed, this compound can be used for preventive or curative purposes in the face of this global challenge. Before ending, I would like to tell that antibiotics should not be used indiscriminately, and thank you for your attention. Ali, veuillez réactiver le micro, s'il vous plaît. Okay, thank you, Mr. Dali. So, Mr. Azrar, thank you for your presentation. So, Mr. Azrar did a great work in the laboratory, so he's waiting for your questions. Do you have any question to address to Mr. Azrar? No one wants to ask Mr. Azrar about his work. Okay, Mr. Azrar, I have a question. My first question is about your GCMS spectrum. I don't the second spectrum. Yes, I don't want to talk about all spectra, but only for the second spectrum. Tell me. Have you done a qualitative or quantitative characterization of your essential oils? Oui, professeur, pardon, je vais répondre en français. Bon, c'est quantitatif. Ok, c'est quantitatif. Si tu veux revenir au deuxième spectre GCMS, celui-là. Par exemple, pour le bêta-linalol, ok. En fait, le pic que tu as, c'est un pic qui est relativement saturé. Est-ce que tu as pu l'intégrer totalement? Bon, professeur, pour être clair, je suis pas très en GCMS parce que j'ai demandé l'aide de l'équipe qui travaille à la faculté de sciences. Ok, sans problème. Oui, voilà. C'est une étude qualitative. Okay. J'ai déjà fait l'erreur en répondant, c'est quantitatif. C'est qualitatif normalement parce que si c'est quantitatif, ça va induire beaucoup d'erreurs relativement aux quantités des différents composés. Oui. D'accord. Je ne sais pas, je voulais vous poser une question. La première, en fait, deux questions. La première, c'est dans le futur, est-ce que vous envisagez, par exemple, d'introduire ce que vous êtes en train de démontrer actuellement dans, je dirais, un système de prévention ou de contrôle des différentes maladies qui sont antibiorésistantes et qui se trouvent essentiellement au niveau du CHU, par exemple. Parlant, par exemple, des maladies, je dirais, ou les infections nosocomiales. Si vous parvenez à faire cela, c'est une très bonne chose. Et maintenant, si vous allez le faire, comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez faire un traitement uniquement avec des huiles essentielles ou bien vous allez essayer de suivre, je dirais, la philosophie de M. Hermel qui a pu faire des antibiotiques boostés par des huiles essentielles? Bon, pour répondre, d'abord, je suis doctorant à la faculté de sciences et avant ça, je suis médecin au centre hospitalier universitaire Mohamed VI Oujda. Ok, tu vas parler. Déjà la biologie. C'est un problème vraiment qu'on rencontre chaque jour, c'est d'isoler des souches qui sont multirésistantes. Et voilà, c'est l'objectif de notre étude déjà, c'est de sensibiliser d'abord les gens à ne pas utiliser de façon anarchique les antibiotiques, c'est d'une part, parce que c'est le grand problème, même si c'est pas le seul.
voilà, pour voilà, causer l'augmentation de cette résistance. D'autre part, c'est d'analyser ou bien de faire un screening des substances naturelles de la région de l'oriental, voilà, qui ont un effet sur les bactéries multirésistantes, tout en sachant qu'il y a de nombreuses voilà, plantes ou bien substances qui ont été déjà exploitées, mais dans d'autres régions. Et ça, voilà, ça veut pas dire qu'on voilà, qu'on ne peut pas les exploiter. On va les exploiter, Inch'Allah. On a commencé le travail avec déjà, le travail déjà, elle comprend 6 plantes. J'ai sacré le temps, voilà, vu le temps consacré, j'ai insisté que sur 2. C'est d'une part. Le travail, il concerne également 4 bactéries multirésistantes, à côté du pseudomonas résistant à ceftazidime. Il y a la cyanobactérie résistante carbapenem, il y a les EBLSE, ce sont les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, et il y a également le SARM, c'est le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. L'objectif, c'est de faire d'abord l'extraction des huiles essentielles, les tester sur ces bactéries d'abord, et après, normalement, c'est avant de les utiliser, ou bien c'est vraiment, je peux dire que c'est pas facile de les utiliser en tant que médicament ou bien en tant que traitement au niveau d'une structure hospitalière, parce que tout médicament, il passe par toute une procédure et un ensemble d'étapes pour être voilà, utilisé. Mais les utiliser d'abord à une échelle expérimentale, donc voilà, en utilisant voilà, les techniques microbiologiques standards et de référence. Et deuxièmement, ce qu'on pense à faire, Inch'Allah, c'est de l'utiliser également sur un modèle animal, voilà, en incluant les différentes bactéries, en utilisant les huiles essentielles extraites. Et après, Inch'Allah, on va voir si on arrive à… Oui, certainement, Si Azrar, parce que oui, lorsque vous parlez en fait d'un projet à venir pour la possibilité d'appliquer ou plutôt d'introduire ces huiles essentielles dans un traitement, dans une institution, je dirais, hospitalière, ça restera vraiment très difficile parce que ça va passer par différentes étapes. Et parmi les premières étapes qu'il faudra franchir, ce sont premièrement induire le proof of concept à travers les études précliniques. Et j'arrive à votre dernière, je dirais, idée. C'est normalement, ça c'est en fait, ça sera toujours entre guillemets éthique, parce que lorsque vous allez premièrement tester vos souches microbiennes multirésistantes sur, par exemple, des animaux, en vue, normalement, vous allez inoculer les animaux par ces souches-là, en vue de voir est-ce que votre traitement est efficace sur un animal ou non. En fait, en parlant de ce point-là, il faudra vraiment que vous prépariez un très bon dossier éthique. Comme ça, vous allez convaincre le comité d'éthique pour essayer, je dirais, de contaminer ces animaux-là pour pouvoir faire vos études, parce que ça sera vraiment très, très difficile. Et puis, lorsque vous allez tester, je ne sais pas si c'est envisageable, parce que finalement, lorsqu'on va tester, il faudra pas tester uniquement sur des rongeurs, il faudra un rongeur, puis peut-être si vous avez une convention avec un industriel au niveau de l'industrie pharmaceutique, vous allez pouvoir faire un test sur un canidé, donc un chien en général, et puis sur je dirais, des singes normalement. Et après cela, vous aurez le proof of concept, comme ça vous allez passer au test clinique. Et en passant au test clinique, ça va poser également énormément de problèmes parce qu'ici au Maroc, vous savez très bien comment est la situation. Bon, finalement, ça c'est, je dirais, uniquement en fait des pensées, je dirais, satellitaires relativement à votre travail de recherche. Sinon, en parlant du travail que vous venez de présenter, je pense que c'est un travail qui est très important, très intéressant. Ça peut vraiment aider dans le domaine, je dirais, de la solution de ce problème de l'antibiorésistance, parce qu'actuellement, il est très bien visible et clairement visible que l'industrie pharmaceutique est à bout de souffle. On ne peut plus produire de nouveaux antibiotiques qui sont beaucoup plus efficaces que les premiers qui sont déjà existants sur le marché. Donc, la solution viendra de la nature certainement.
Et lorsque je parle de la nature, c'est essentiellement ce que vous êtes en train de faire et c'est également je dirais, une remise à niveau des comportements des humains qui utilisent ces antibiotiques. Bon, sinon, je vous remercie de votre présentation. Je vous remercie également de votre présence. Je vous remercie de votre dévouement à la recherche parce que vous nous avez expliqué des choses qui sont peut-être très personnelles dans votre travail de recherche. Alors, sur ce, je vais essayer de passer la parole au dernier intervenant. Notre intervenant vient de l'Azerbaïdjan, Mr. Gunel Bayramli. Are you here, please? The last keynote speaker, Mr. Gunel Bayramli from Azerbaijan Chib University, Azerbaijan. Mr. Bayramli, are you here? Normally, I'm gonna check. Monsieur Gunnar, can you hear me? Normally, he's not here in our hall. He's not here, yes. Donc je pense qu'il est absent dans cette salle. Mr. Bayramli normally has a presentation about vaso liposuction. Mr. Ildar, can you hear me? Eldar Eliev. No. Donc, il est absent. They are absent. Okay. Monsieur Meradi ou Taïboun ou Guérenek. Can you hear me? Vous êtes présent dans cette salle? Monsieur Meradi n'est pas là. Oui. Madame Taïboun? Ok. Monsieur Ali Brahman, vous m'entendez? Oui. Donc, normalement, la clôture de salle, c'est 13h30. Donc, s'il y a le temps, on attend de 10 minutes ou 15. Ok, sans problème. Parce que M. Meradi, il est modérateur dans session 2, rôle 1. Donc, Madame Taïboun, vous présentez votre travail, mais il est absent dans cette salle pour maintenant. Ok. Maybe si Kadmiri, Oui, monsieur. peut-être qu'il faudra checker au niveau du main hall or the main session. تقدر تكون باقا à l'extérieur. Non, monsieur. Je vérifie. Ok.
professeur Ali veut que je dois rejoindre mon travail. Ah, ok, sans problème, si Azhar, sans problème, sans problème. Ben, vous avez le droit de le faire. Donc, est-ce que vous m'entendez? Hein? Si Azhar, أستاذ سامعكم. ah, sans problème, vous pouvez quitter parce que vous avez d'autres responsabilités Merci. qui sont beaucoup plus significatives par rapport à la nôtre actuellement. Donc, vous pouvez quitter sans problème. Merci. Merci d'être présent. Merci d'avoir partagé votre travail avec nous. Merci. Merci à vous. Monsieur Ali, est-ce que je peux quitter la salle? Ok, Sidali, vas-y. Parce que Merci à vous également. Monsieur Mohamed Dali, donc je vous remercie pour votre présentation. Nous avons la fierté de votre présentation avec nous. Et merci à la prochaine congrès, Inch'Allah. Et vous pouvez quitter la salle si tu veux. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et bon courage pour le reste. thanks, Mr. Dali. Mr. Dali, it was a pleasure to have you with us. It's my pleasure. Ciao, ciao. Bye. Hmm. There is a after you complete the certificate, you will be eligible for scholarship. Now we will cover 10% of the course of your Master of Engineering in FinTech. If you apply and are accepted to the program, also be the fast track, able to fast track your application for the master program. This can be Monsieur Ali Brahman, vous m'entendez? Oui, c'est Kadmiri. Monsieur Meradi, il a dit que votre madame Taïboun, je pense qu'il a un problème de connexion. Ah, ok, donc là, normalement, on devrait Oui. clore notre On site. attend de 5 minutes. On Ok. attend juste 5 minutes, ok. Ok. Alors, je reviens dans 2 minutes, ok? Ok, ok, monsieur.
Worried about a recession? Sharpen up your data skills. Breathe easy. Monsieur Ali Rahman, vous m'entendez? Oui. Donc, Madame Taïboun, il est absent. Donc, je vous remercie, un grand merci pour vous et pour tous les participants qui sont assistés et présenté votre travail. Merci. Donc, au nom du comité scientifique et du coordinateur, M. Briand, nous remercions d'avoir partagé avec nous votre expérience. Donc, rien à dire pour vous, c'est excellent travail. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Je vous infiniment. remercie tous les participants qui sont présentés. Donc, un grand merci pour nous. Donc, avant de clôturer notre hall, j'aimerais bien remercier M. Khalil Khattabi d'avoir été avec nous. Je remercie également M. Dali Mohamed qui vient de quitter le hall. Je remercie M. Fahd Khamsi qui a également présenté ses travaux. Je vais également remercier en fait, mademoiselle ou madame, je ne sais pas, je m'en excuse, Salsabil Felloussi. Donc, thank you for your presentation, for sharing your work with us. Thank you too. Je remercie monsieur Azrar Ali, qui est médecin, qui nous a quittés vu sa responsabilité. Et là, donc, j'espère vous revoir dans une autre manifestation, dans un autre symposium. Je remercie également le comité d'organisation qui a fait un travail, je dirais, professionnel, parce que vous avez bien organisé les différentes sessions et les différents halls. Je vous rends mes remerciements également de m'avoir responsabilisé en fait, pour modérer ce hall-là. Et je vous rends la parole, Monsieur Khadmiri, pour que vous puissiez donc, clore la session. Oui, monsieur, rien à dire. Je vous remercie tous les participants et surtout monsieur Ali Rahman pour m'avoir donné le temps pour partager avec nous votre temps et votre expérience. Donc, c'est merci, merci. Avec plaisir, j'apprends toujours. Je ne suis pas un expert. Merci infiniment. Et pour le prochain congrès, Inch'Allah, j'espère devant nous avec Inch'Allah. Merci, merci. Merci. Bye bye tout le monde. Bye bye. Donc, vous pouvez quitter la salle si tu veux. Okay. Merci.